À reconnaître le prochain intervenant, Monsieur le député de Saint-Jean, porte-parole de l'opposition officielle en matière de formation professionnelle, éducation des adultes et alphabétisation. Monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Hier, j'ai eu l'occasion de débuter mon intervention. Je vais la poursuivre ce matin. Mais pour vous rappeler un peu où ce qu'on était hier, on parlait du dossier de l'alphabétisation. Parce que, comme vous le savez, il y a 800 000 Québécoises et Québécois qui sont considérés comme analphabètes au Québec. Et je montrais cette affiche hier. Je comprends, comme je disais hier, je comprends que vous n'êtes pas capable à votre distance de la lire, mais... Je ne suis pas capable de la lire, Monsieur le député, mais je veux juste savoir de quoi il s'agit, parce que vous avez besoin de l'autorisation de la présidence pour montrer un document. De quoi s'agit-il? La lire? Non, de quoi s'agit-il d'abord? C'est un document du regroupement des groupes populaires d'alphabétisation. Vous avez la permission, Monsieur le député. Merci. Et sur ce document, c'est pour montrer d'une façon un peu provocatrice, si je peux m'exprimer ainsi, que 1 300 000 Québécois ont de la difficulté à lire ce qui est écrit là-dessus. Et pourtant, c'est une affiche qu'on retrouve dans tous les hôpitaux du Québec, tous les centres de personnes âgées, et qui dit « Visiteurs, attention, la saison de la grippe et de la gastro-entérite est de retour. Si vous pensez être atteint, remettez votre visite à plus tard. » Donc, quand on s'aperçoit qu'un grand nombre de Québécois ont de la difficulté à lire, mais aussi à comprendre ce message-là, on peut se questionner sur différents aspects. C'est pas pour une question de valeur, puis il ne faut pas juger ces gens-là. Au contraire, parce que trop souvent, on a mis ce débat-là un peu tabou, on n'ose pas en parler. Mais moi, je pense qu'on doit accompagner, on doit supporter, mais surtout encourager ces gens qui ont des difficultés de lecture et même aussi pour compter, parce que l'analphabétisme, c'est la lecture, mais c'est aussi être capable de compter. On utilise le terme numératie dans ce cas-là, l'évaluation de cette compétence. Donc, ce que je disais hier, au fond, c'est que dans le discours d'ouverture du premier ministre, mais c'était un chantier majeur du Québec qu'on doit prendre et qui était absent du discours d'ouverture du premier ministre. Je parlais aussi que il y a quelques années, le gouvernement fédéral a coupé 5 millions de dollars au Québec pour les groupes d'alphabétisation, mais aussi les groupes nationaux. Comme exemple la Fondation d'alphabétisation, mais aussi le regroupement, d'autres organismes qui œuvrent sur le terrain pour faire la promotion de l'alphabétisation au Québec. 5 millions, c'est la part du Québec, mais il y a aussi dans d'autres provinces que ce montant-là a été coupé. Mais cette coupure-là elle est, je voudrais pas dire vicieuse, mais elle touche directement les groupes, d'autant plus que cet argent-là servait à faire de la recherche, faire de la promotion, trouver des nouveaux outils pédagogiques pour faire l'enseignement de l'apprentissage de la lecture, de compter et autres. Donc, au fond, c'est que les groupes deviennent de moins en moins outillés pour répondre à ce fléau et par le fait même peuvent faire moins de promotion. Donc, de moins en moins de gens s'inscrivent dans ces groupes-là parce qu'il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de promotion, puis il n'y a pas de valorisation de l'importance de s'inscrire. Et c'est pour ça que je disais hier que seulement que 2% des Québécois qui ont des problèmes d'analphabétisation s'inscrivent dans les groupes pour ce dossier-là. L'alphabétisation, vous le savez, Madame la Présidente, c'est inclus dans le grand bloc éducation des adultes au ministère de l'Éducation. Mais pour l'éducation des adultes, on a les centres d'éducation des adultes dans les commissions scolaires qui travaillent à faire en sorte que les Québécoises et les Québécois puissent terminer leur secondaire 5 ou avoir un certain niveau de connaissances. Mais on apprenait dans le journal La Presse du 22 juin 2010 que depuis la crise économique, le nombre d'inscriptions avait explosé dans le secteur de la formation des adultes dans les centres. C'est bien évident parce que quand les gens perdent leur emploi,
s'aperçoivent qu'ils n'ont peut-être pas leur secondaire 5 terminé ou ont besoin d'une certaine mise à jour, un certain rafraîchissement. Donc, ces gens-là, pour se trouver un emploi, un nouvel emploi, puis essayer d'avoir un emploi aussi du niveau qu'ils avaient avant de perdre leur emploi, se disent, on va retourner aux études. Donc, on a plus d'inscriptions. Mais le problème en éducation des adultes, c'est que c'est des enveloppes fermées. Donc, chaque commission scolaire reçoit un montant d'argent par année en fonction de la moyenne des 3 dernières années du nombre d'inscriptions. Donc, il y a plus d'inscriptions maintenant, mais il n'y a pas plus d'argent. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est des listes d'attente. Donc, ces gens-là, qui ont pris leur courage à 2 mains, puis qui ont décidé de retourner sur les bancs d'école, puis essayer de terminer leur secondaire 5, pour avoir un nouvel emploi, parce que déjà, c'est difficile, parce qu'ils ont perdu leur emploi, ils ont des familles, ils ne savent pas où aller, ils ont de la difficulté à arriver. Puis quand je dis ça, là, j'ai des exemples en tête dans ma circonscription, notamment, exemple, à l'usine, pas Dornier, mais l'usine Prysmian, qui a fermé ses portes à Saint-Jean, mais ces gens-là gagnaient des 70 000 $ par année en moyenne, donc ça veut dire qu'il y avait des gens qui en gagnaient plus, mais ces gens-là, souvent, n'avaient pas obtenu leur secondaire 5 parce qu'ils travaillent là depuis des années, c'est pas des 20, 30 ans qu'ils travaillaient là. Avant, ça s'appelait Pirelli, une compagnie italienne. Et là, ces gens-là, du jour au lendemain, avec un gros salaire, un gros niveau de vie, perdent leur emploi, n'ont pas les compétences pour trouver un autre emploi à 70 000 $ en moyenne, donc doivent retourner sur les bancs d'école. Et là, ce qu'on leur dit, c'est « il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour vous. Revenez quand il y aura de la place. » Au même moment, on a dans les inscriptions, dans les centres d'éducation des adultes, un nouveau phénomène qu'on aperçoit depuis quelques années, c'est le rajeunissement de la clientèle dans ces groupes. Le nom le dit, éducation des adultes. Cependant, avec les taux de décrochage que nous connaissons depuis certaines années au Québec, les jeunes de 16, 17, 18, 19, 20 ans qui ont décroché il y a quelques années, ont trouvé un emploi au salaire minimum, s'aperçoivent que ce n'est pas au salaire minimum qu'on peut établir une famille, avoir une maison, avoir un certain niveau de vie. Ou même ces jeunes-là s'aperçoivent aussi qu'avec un diplôme, ils pourraient aller plus loin, peut-être aller faire un DEP, peut-être aller au cégep, aller à l'université, parce qu'ils se sont trouvés un objectif, une carrière qu'ils décident d'avoir. Et là, ces jeunes-là s'inscrivent dans l'éducation des adultes, mais ce n'est pas adapté pour cette clientèle-là. Parce que souvent, ces jeunes-là de 16, 17, 18 ans, 19 ans, qui ont décroché, mais il y a une raison pourquoi ces jeunes-là ont décroché. Une des raisons, peut-être que c'est parce que leurs parents ou l'entourage où ils vivaient avaient des problèmes, justement, comme on a parlé tantôt, en alphabétisation. Peut-être que c'est un des problèmes, un facteur. Mais un autre facteur, c'est peut-être aussi que ces jeunes-là voyaient en le système scolaire quelque chose qui ne répondait pas à leurs besoins ou à leur situation. Si ces jeunes-là, on a une étude qui a été faite par l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui dit que 60% des jeunes inscrits à la formation des adultes auraient été diagnostiqués comme des élèves avec un trouble d'apprentissage s'ils étaient en formation régulière. Fait que ces gens-là avaient des troubles d'apprentissage quand ils étaient ce qu'on appelle dans le secteur jeune, à l'éducation générale, formation générale. Et là, ils s'inscrivent à l'éducation des adultes, mais à l'éducation des adultes, il n'y a pas toutes les ressources et les spécialistes que ces jeunes-là auraient besoin pour poursuivre leur formation puis avoir un accompagnement. Et quand on sait comment fonctionne le secteur de l'éducation des adultes, c'est par module, ça prend une grande autonomie et une grande force de gestion de notre temps. Parce que dans la même classe, on peut avoir des gens de niveau de secondaire 1, 2, 3, jusqu'à 5. Et là, le prof donne son module en français, en mathématiques, et puis go. Donc, ça prend une capacité de gérer ça. Et fait en sorte que ces jeunes-là n'ont pas les ressources dans ces centres-là en ce moment,
où ils pourraient en avoir besoin. Certains centres, certaines commissions scolaires font des efforts, prennent l'argent de d'autres budgets ou s'organisent pour avoir des ressources là, en fonction minimalement pour offrir. Mais quand on pense à des orthophonistes ou à d'autres spécialistes qui pourraient offrir un service d'accompagnement à ces jeunes-là, parce qu'on les appelle des jeunes parce que dans les faits, ils sont jeunes, mais ils sont quand même dans le secteur d'éducation des adultes. Donc souvent, ces jeunes-là décrochent de nouveau du système scolaire avec l'éducation des adultes, et là, c'est un deuxième échec pour eux. Avant de pouvoir les rembarquer, là, ça va prendre un grand virage, ces jeunes-là. Donc, quand on nous dit que le gouvernement veut ramener le taux de diplomation chez les jeunes de 20 ans et moins de 72% à 80%, mais ça, là, c'est une solution concrète. D'investir, de travailler avec les centres d'éducation des adultes pour avoir des ressources pour faire en sorte que les jeunes qui décident de se raccrocher au système scolaire, bien, puissent le faire puis y rester. Donc, ça, c'est un enjeu. Mais d'un autre côté, par rapport à l'éducation des adultes et à l'alphabétisation, en 2002, le gouvernement du Parti québécois avait adopté la politique gouvernementale en matière d'éducation des adultes et de formation continue, avec un plan d'action 2002-2007 qui en découlait, qui reprenait la politique, puis de manière concrète, bon, nous allons faire telle chose, voici nos objectifs dans tel secteur, voici notre plan de match pour les 5 années de 2002 à 2007. Madame, on est en 2011 en ce moment, Madame la Présidente. Vous comprendrez que si je vous parle de ça, c'est pas parce qu'il y a un plan d'action nouveau. C'est que le gouvernement, je comprends qu'il y a eu un changement de ministre, je comprends qu'on a beaucoup de travail à faire. Malheureusement, l'éducation des adultes, trop souvent, est considérée comme le parent pauvre du ministère de l'Éducation. Et c'est, comme je vous ai dit tantôt, avec l'explication que j'ai tenté de vous faire bien humblement, de vous expliquer toute l'importance pourtant de ce secteur-là pour raccrocher nos jeunes et aussi nos moins jeunes. Parce que moi, là, qu'on raccroche à 20 ans ou qu'on raccroche à 40 ans pour avoir un diplôme, là, moi, je félicite tous ces gens-là qui mettent du courage pour le faire, pour y arriver. Donc, ce plan d'action-là tarde depuis 2007. Les groupes ont été consultés à plusieurs reprises. Attendre ça, des annonces par-dessus annonces, par-dessus annonces pour reporter toujours cette mise à jour du plan d'action-là. Ce qui fait en sorte que là, en ce moment, on serait supposé théoriquement de travailler sur la version 2012-2017 du plan d'action, mais on est encore en train de travailler sur la version 2007-2012. Du plan d'action en matière d'éducation des adultes et de formation continue. Pourtant, si on voit toute la question du ralentissement économique, mais aussi si on veut faire une relance sur le plan économique, il faut avoir une main-d'œuvre qualifiée, compétente, avec des connaissances d'une formation de base irréprochable. Puis on le voit, la Fédération des chambres de commerce du Québec, la Fédération des commissions scolaires du Québec le dit, il y a une pénurie de main-d'œuvre qui s'en vient, tout le monde la voit, puis on dirait qu'on est comme dans un mur, là, puis le mur nous attire, et on y va pendant ce temps-là. On fait des annonces, on fait des mesures ici et là, un peu dispersées, mais qui ne sont pas regroupées dans un objectif commun qui ferait l'unanimité parmi les groupes, ou du moins un consensus parmi ces groupes qui travaillent sur le terrain en cette matière. Donc, quand on rencontre des groupes qui travaillent en éducation des adultes, en formation continue, quand on voit tout ce qu'on pourrait faire dans le service aux entreprises, la formation en entreprise au Québec, faire en sorte qu'au fond, notre main-d'œuvre qui est en emploi puisse développer, pendant qu'elle est à l'emploi d'une entreprise, des connaissances accrues. Pour faire en sorte que, ce qu'on ne souhaite pas, s'il y a une fermeture d'emploi, une fermeture d'entreprise, donc une perte d'emploi, mais ces gens-là puissent se trouver plus rapidement un emploi. Mais l'objectif vraiment souhaité, c'est faire en sorte que ces entreprises-là deviennent de plus en plus productives, aient de plus en plus de contrats, créent de plus en plus de richesses, puis qu'on puisse la répartir mieux au Québec. Puis faire en sorte que ces entreprises-là vont rester au Québec et ne se délocaliseront pas à l'extérieur du Québec. Donc, moi, je pense que c'est important de travailler à ce niveau-là. Je pourrais vous parler de la formation professionnelle. Ça en fait partie aussi. Le gouvernement annonce depuis 2009, après ça en 2010, en 2011, dans le dernier budget et dans le discours d'ouverture, un grand forum sur l'adéquation de la formation et du marché du travail. Mais ce grand forum-là
les gens se questionnent beaucoup. Quand il va venir vraiment, là, il y a une tournée des régions qui commence là, dans les jours et les semaines qui viennent, donc je pense que c'est rassurant de voir ça, mais il faudra s'assurer que les conclusions ne soient pas écrites d'avance comme un dernier forum qu'on a eu. Et là-dessus, pour la formation professionnelle, en terminant, Madame la Présidente, la Fédération des commissions scolaires du Québec, par la voix de sa présidente, je devrais dire par sa plume, parce que c'est plutôt par écrit qu'elle l'a fait, une lettre d'opinion. Josie Bouchard, qui est présidente de la Fédération, avait écrit une lettre le 23 février dernier, donc en prévision du discours inaugural, qui demandait au premier ministre d'abattre les préjugés contre la formation professionnelle. Et je pense, j'espère, je souhaite que ce soit discuté dans le grand forum, sommet, colloque, appelons-le comme on veut, sur l'adéquation de la formation de la main-d'œuvre, la formation et les besoins de la main-d'œuvre. Mais je pense qu'il va falloir avoir une vision globale. La politique d'éducation des adultes pourra contribuer, mais aussi avoir une impulsion de la part du gouvernement en cette matière pour faire en sorte que la formation professionnelle ne soit pas vue comme une fin, mais plutôt une façon, un outil pour aller plus loin. Ma collègue de Taillon a beaucoup travaillé sur la question des passerelles, donc des DEP DEC ou d'autres types de passerelles, mais moi je pense qu'on doit travailler dans ce sens-là et faire en sorte qu'au Québec, notre formation professionnelle qu'on s'est donnée il y a plusieurs années, qui est un modèle à travers le monde, puisse être vraiment un des leviers pour faire en sorte qu'au Québec, on va créer de la richesse et qu'on va la répartir mieux pour faire en sorte que tous les Québécois puissent avoir les mêmes droits et les mêmes chances et faire en sorte qu'on soit plus riche ici au Québec. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon,